Bonjour Anna, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Claude, merci de m'avoir invitée. Je suis chanceuse, j'ai eu une séance privée avec toi de quelques minutes pour qu'on se mette dans l'ambiance. Oui, écoute, c'était parfait. C'était un mix de mouvements doux et d'exercices de respiration. Je pense que c'est des routines, c'est assez typique des routines que tu fais normalement dans des ateliers avec Kineson, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est une routine que j'utilisais beaucoup quand je donnais des ateliers en présentiel. Euh, un petit peu moins en ce moment que quand c'est en ligne. Puis en te répondant, en fait, je réalise, c'est pas tellement lié au fait en présence puis en ligne, c'est plus lié au fait que Kineson, euh, c'est vraiment tout le temps en évolution et que il y a comme ça des vagues de familles de mouvements qui sont plus ou moins présents et j'en ai découvert plein d'autres. Donc ce qu'on a fait ensemble, c'est un classique. Ça vient de la Brain Gym. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir redécouvert avec toi. Je ne l'avais pas fait, je pense, ça doit bien faire 2 semaines. OK. Et dans mon univers, c'est très long. C'est très long parce que tu as plusieurs de rituels. Je ne sais pas, ce serait quoi le mot? Comment tu as plusieurs routines peut-être, puis tu les présentes. Dans le fond, les gens qui aimeraient dès maintenant découvrir ton style d'atelier peuvent accéder à ta page puis voir les séances que tu offres en ligne présentement. Absolument. Je donne un atelier en ligne tous les mardis matins, un atelier de 45 minutes, 45-50 minutes. Et ces séances-là, je les enregistre et elles sont sur ma page Facebook, sur YouTube, sur mon site internet. Et le point commun pour me retrouver, c'est Kineson, donc K-I-N-E accent aigu S-O-N. Pour le site internet, c'est important, il faut taper le www avant. J'ai un bug technique. Si je fais juste kineson.com, c'est erreur, je sais pas quoi. Mais si tu fais www.kineson.com, tu me trouves. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que je suis rendue à 9 séances enregistrées. Mm-hmm. Puis Kineson, en fait, c'est ton approche à toi. Tu es la créatrice de cette entreprise. On se demandait tantôt si on parlait Oui, d'entreprise, mais de cette entité-là. oui, absolument. Et tu as une approche bien personnelle qui allie le mouvement, la méditation, la voix. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement c'est quoi Kineson en fait? Oui. Alors, la formule que j'ai trouvée, c'est de dire que Kineson, c'est un yoga du corps et de la voix qui fait du bien à la tête. Les éléments sont déjà dans le nom. Kiné, ça veut dire mouvement en grec, puis son, c'est le son. Je préciserai que dans mon cas, le son, on le produit nous-mêmes avec la voix. Mais c'est pas du chant. Donc, il y a absolument zéro prérequis. Moi, ça m'est arrivé de faire du kiné-son avec une extinction de voix en allant sur le souffle. Donc, c'est ça. Alors, le corps pour les mouvements, pour le souffle, puis la voix pour la partie sonore. Puis le souffle, c'est comme un cheval entre les deux. Hein. J'utilise une série de sons pour faire vibrer le corps de l'intérieur. Puis les mouvements, je les ai tous choisis parce que c'est vraiment des raccourcis entre le mouvement puis le système nerveux, on va dire, ou la conscience. Et puis, j'aurais envie de continuer comme ça encore Oui, longtemps. oui. Ben, c'est parfait. Euh, je,
Au début, c'est quelque chose que je pratiquais pour moi. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps à savoir qu'est-ce que je faisais, vraiment. J'en vivais les effets, puis j'ai commencé à le partager. Les gens vivaient les effets, mais j'avais beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Je pense que un des grands fils conducteurs, c'est la présence. C'est être là, ici, maintenant, avec moi-même, et puis laisser tranquillement émerger c'est qui moi. Donc, pour les personnes aussi qui viennent me voir, quelque part, je les aide à mettre des mots sur leur expérience. Puis, il y a des gens qui viennent me voir expressément dans ce but-là, d'ailleurs, pour avoir de la clarté, dans le fond. Alors Kineson, c'est un yoga dans le sens où ça utilise le corps. C'est un yoga dans le sens où ça fait le lien entre... Tu sais, yoga, on dit que ça veut dire faire l'être humain, lien entre le ciel et la terre. Donc, entre la partie cognitive, les pensées, aussi les émotions, puis le corps qui accueille ces pensées, ces émotions, le corps qui est le vecteur de nos paroles, de nos actions. Donc, c'est un yoga dans ce sens-là aussi. Puis ça fait du bien à la tête. Ça met de la clarté dans les idées, puis ça détend beaucoup le corps aussi. Mm-hmm. Ouais. Tu parlais de présence. Ça fait plusieurs années, là, si je ne me trompe pas, ça fait plus de 20 ans que tu es dans cette pratique-là, qui a évolué avec les années, mais j'ai l'impression que tes premières réflexions, ça fait longtemps, puis que c'était pas une époque où on parlait autant de pleine conscience. En ce moment, je sens qu'il y a il y a un gain de popularité de la pleine conscience. Fait que là, on a un peu le vocabulaire puis les mots, puis il y a beaucoup d'acteurs qui en parlent. Fait que j'ai l'impression que c'est plus facile à expliquer, mais je peux comprendre qu'initialement, c'était peut-être plus difficile d'illustrer ce que tu faisais vivre aux gens ou ce que tu ressentais toi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était pas les mêmes mots. Euh, bon, quelque part, moi, je me suis toujours intéressée au fonctionnement humain. Enfin, déjà, mon fonctionnement à moi, c'est bon, c'est un peu cliché, mais déjà toute petite, je me demandais qu'est-ce qu'on faisait là, tu sais, pourquoi on pensait, pourquoi on était plusieurs gens, d'où l'origine du monde. Enfin, j'ai vraiment, je me posais des questions de ce genre-là. Et puis, à un moment, bon, j'ai quand même mis ça de côté, puis j'ai fait mes études, puis j'ai travaillé, j'étais relativement fonctionnelle en société. Mais quand même, ça m'a toujours travaillé, ça m'a toujours intéressée. Alors, à l'époque, c'était la psychologie. Puis un jour, j'ai découvert le yoga traditionnel. Puis j'en ai fait un petit peu. Puis, en fait, vraiment, le gros déclencheur, on va dire, ça a été la découverte du yoga du son, grâce à une Québécoise, en fait. À l'époque, je vivais en France, je vivais à Paris. Puis j'étais vraiment en recherche parce que, disons que dans ma vie, il y avait plein de choses bien. Extérieurement, ça allait bien, j'avais une bonne job, etc. Mais intérieurement, c'était très fragile. Alors, une étiquette qu'on pourrait mettre, c'est que j'avais des tendances dépressives. Je me réveillais le matin, j'étais au 36e dessous, je ne savais pas pourquoi, etc. Bon. Puis, dans ma quête, j'avais découvert une librairie ésotérique. Et là, j'ai vu annoncer une conférence sur le yoga du son. Puis je me suis dit, tiens, bon, ça m'intéressait d'autant que je travaillais dans le milieu de la musique. Puis ce qui est son, ça m'a toujours attirée. Le chant aussi, j'étais longtemps une chanteuse frustrée. On me disait que je chantais faux, mais en même temps, je trouvais ça fascinant. Puis écouter le monde chanter, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, donc, je suis allée à une conférence où il y avait une petite madame, qu'elle me pardonne. C'est une petite madame extrêmement dynamique qui... On était dans un sous-sol, une cave parisienne avec des murs en pierre de je ne sais pas combien de pieds. Puis il ne faisait pas froid, mais bon, c'était quand même impressionnant.
Puis on était peut-être 10, 12. Puis à un moment, ça commence officiellement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a présenté. Puis elle nous regarde, puis il y avait le silence. Puis on commence à entendre le bruit du vent. On entend du vent qui sort des murs de cette cave. Et là, c'était comme... Puis en fait, c'était elle qui faisait ce son-là. Puis bon, après, elle s'est mise à parler, puis elle nous a expliqué que tout était son dans l'univers, tout était vibration, tout était son. Et c'est ça, pendant 1 heure et demie, elle nous a embarqués dans son univers. Et puis moi, ça a fait... Je pense. Et j'ai commencé à suivre son travail, à me former avec elle. Elle m'a enseigné quelque chose qui s'appelle le chant des voyelles, que je pratique encore tous les jours de ma vie, pour ainsi dire, et qui est, ce chant des voyelles, c'est le cœur de Kiné-son. La partie son de Kiné-son, c'est à 99% le chant des voyelles, et c'est très simple, c'est vraiment A, E, I, U, U, E, O, donc il y en a quand même 8. Puis on les chante. Ben, le français est pauvre pour ce type de vocabulaire-là, en fait. Les Anglais ont inventé l'expression toning, de tone, le ton, et ils font du toning. Et c'est pas du chanting non plus, parce que le chanting, ça existe et c'est relativement connu maintenant. On chante des mantras, des phrases en sanskrit. Il y a tout un volet spirituel. Moi, ce que je propose, on pourrait dire que c'est les voyelles comme des mini-mantras. Alors, on peut y mettre de la spiritualité, on peut en mettre beaucoup même, mais on peut aussi le garder laïque, je dirais, ou technique, même si ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça. Ce volet-là, c'est vraiment central. Et c'est très, très, très puissant. Et en même temps, c'est simple, c'est joyeux. Tu sais, t'es là, tu fais ah. Je m'excuse, je vous ai balancé une voyelle comme ça sans prévenir. Mais c'est ça, c'est la base de la pratique. Moi, ce que j'ai adoré dans ton approche, c'est la simplicité. Puis tantôt, je pense que j'ai dit le mot chant en présentant Kiné-son, puis c'est vrai en fait que je pense que tu disais, plus dans le vocabulaire, c'est plus, tu présentes plus la voix, l'utilisation de la voix. Puis je pense que juste ce détail-là ça rend ça moins intimidant parce que quelqu'un comme moi qui je me suis étiquetée que j'avais pas nécessairement le sens du rythme. J'adore écouter puis regarder des musiciens parce que moi, ça me fascine, l'agilité physique, la sensibilité, la capacité à communiquer des émotions, mais je me considérais pas comme quelqu'un qui était apte à faire ça éventuellement. Puis on dirait que tu me montrais que c'était tout le monde a une voix, puis tout le monde est capable de, tu sais, une voyelle, personne n'est incapable de faire ça. Tout le monde peut faire sortir ce son-là de soi, puis juste, c'est dur à dire, hein, parce que des fois, il faut le vivre, puis le ressentir pour le comprendre, mais juste ça, ça fait du bien de sentir qu'on a une voix, puis que des sons simples nous reconnectent à nous-mêmes. Puis on parlait de, tu sais, si on reste dans le vocabulaire, je trouve aussi un mot qui manque en français. On parle beaucoup de pleine conscience, de mindfulness, puis je pense que les gens le perçoivent plus comme une pratique de l'esprit. Puis au niveau du corps, il y a un mot que j'aime qui est le embodiment, l'idée, Je pense qu'en français, ils le traduisent comme incarner son corps, être dans son corps. Puis pour moi, c'est un peu une présence corporelle, d'être entier puis d'être présent au lieu d'être déconnecté. Puis ça, on dirait que je le ressens immédiatement quand je suis des ateliers. C'est réellement ça, la connexion, puis d'être dans mon corps, de ne pas juste être un cerveau hyperactif. Bref. Oui, écoute, ça me touche beaucoup ton témoignage parce que c'est en plein ce que je recherche.
Et pour moi, ça correspond à une quête. Parce que pour être tout à fait transparente, moi, je suis quelqu'un jusqu'à l'âge de, ouais, on va dire jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais un cerveau sur pattes. J'étais une pseudo-intellectuelle parisienne, pour sortir toutes les belles étiquettes. Et il y avait plein de choses là-dedans que j'appréciais. J'aimais ça, utiliser mon intelligence, mon cerveau, réfléchir à des trucs, etc. Lire des articles très, très compliqués. Bon, mais en même temps, c'est vrai que mon corps et moi, ça faisait deux. Et puis, ça me coupait ça me coupait de mes émotions. Et en même temps, j'étais régulièrement envahie par les émotions. Donc, c'était vraiment pas confortable. Alors, moi, personnellement, c'est l'approche des sons qui m'a aidé à reconnecter les sons et aussi déjà à l'époque une conscience du corps. Il y a un ostéopathe qui m'a énormément aidé. Mais bon, en tout cas, ça pourrait être un autre chapitre. Donc, j'ai vraiment, au début, instinctivement, je suis allée chercher des outils qui pourraient m'aider à rentrer dans mon corps, puis à y rester surtout. Et ma prof de son a une très belle façon d'en parler. Elle dit on rend notre corps, on fait de notre corps une maison confortable pour notre âme. Mm. Maintenant, elle parle de l'âme que nous sommes, parce qu'on ne peut pas se dissocier de l'âme. Moi, je parle souvent de la conscience. Tu sais, et c'est vrai qu'on on n'est pas des imbéciles. Si on n'est pas dans notre corps, il y a forcément une raison. Et une de ces raisons, ça peut être que c'est pas confortable. Parce qu'on est Mm. tout croche, on est tout tendu, ou on est tout malheureux. Enfin, on peut en trouver des milliers. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est de trouver des façons ah, de se dire, ah, ok, là, il y a une petite place pour moi, puis de l'agrandir. Tu sais. Donc, et là, Mm. en te parlant, je me suis rendu compte que entre l'enthousiasme et puis le petit reste de trac, je m'étais un peu tendue, je m'étais forcée à m'asseoir droite, etc. Donc, je viens d'autoriser mon corps à se relâcher. Puis, ceux qui voient les images voient que je me suis un peu tassée, je me suis un peu avachie, un peu effoirée en bon québécois. C'est OK. C'est... Ah, je me reprends une petite respiration et puis je me dis, OK, tout va bien. Mm. Mais j'aime comment tu le présentes. C'est vraiment une invitation à visiter son corps. Peut-être qu'une première étape, c'est juste ça. Puis je réalise, comme tu le dis, si on est toujours tendu, pour moi, le corps est un messager. Mais si on ne sait pas décortiquer les messages, c'est juste épeurant parce qu'on peut avoir mal. Moi, je sais une bonne partie de ma vie des hanches jusqu'au cou. Pour moi, c'était juste un gros bloc de béton. J'avais pas de sensibilité. À mes yeux, je n'étais pas capable de danser parce que je me disais, il y a pas de vague, il n'y a pas de mouvement qui vit là. Tu sais, c'est juste tout coincé. Puis je pense que c'est dur dans la vie quand on a un état qui est devenu notre normalité, même un état de tension qui est devenu normal. Quand les gens me disaient détends-toi, Marc-Claude, sois moins anxieuse, ben je ne savais pas comment ne pas l'être. Mais grâce à des fois certaines pratiques de yoga, de méditation, il suffit de le ressentir quelques secondes, un état de détente, même si c'est éphémère. Mais la pratique, comme tu dis, j'ai adoré comment tu l'as dit, c'est que cette seconde-là peut devenir un 2 secondes, puis avec le temps, fait juste prendre plus d'espace, puis on est capable de maintenir une certaine présence qu'on n'aurait pas pu initialement, mais que c'est juste une évolution graduelle. Où, pour moi, c'est comme un lieu où on retourne finalement. Mais, ouais. Oui, puis retourner, c'est un mot super important. Parce que on a parfois l'image, tu sais, des sages illuminés ou je sais pas moi, en tout cas, on atteint un espace, on atteint une étape, puis là, c'est fait. Mm-hmm. Si tu penses ça, t'es faite à l'os parce que la vie, ça bouge, ok? Puis nous, on bouge. Et ce qui est important, comme tu dis, c'est de faire l'expérience de cette petite seconde. Puis on identifie ça, puis ça donne envie d'y revenir. Puis
c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte, ah ok, là, tiens, là, je me suis crispée, ok, je reviens. Ou ah là, je suis partie en rumination, je reviens à ma respiration. Tu sais, où je reviens, où je fais l'effort de, ok, qu'est-ce qui me fait sentir mieux, qu'est-ce qui me donne envie de continuer ma journée. Tu sais, juste prendre le temps de s'arrêter, puis arrêter de penser à tout ce qu'on n'a pas fait, ou tout ce qu'on devrait faire, ou tout ce qu'on a mal fait, ou qu'on va mal faire, etc. Puis se dire, ok, c'est quoi je veux faire aujourd'hui, c'est quoi qui est important que je fasse. Ah oui, ok, ça me donne envie, ça c'est ce qui fait sourire de façon visible ou juste à l'intérieur. Puis là, ça change pas la réalité, entre guillemets, mais ça donne un peu de carburant, ça donne un peu de moteur, puis ça détend, ça contribue à maintenir la maison confortable. Fait que c'est revenir. Puis il n'y a rien qui est coulé dans le béton. On peut dire que c'est malheureux, puis on peut se dire aussi tant mieux, parce que ça veut dire que si j'ai l'impression de faire fausse route, ben je reviens. Puis je repars. Jusqu'à temps que, oups! Mhm. Qu'est-ce que les gens qui te trouvent et qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils recherchent en général? Alors, en fait, souvent, comment dire? Souvent, ils viennent parce que ils sont curieux. Ça, c'est le point commun. Ils sont tous curieux. C'est tous des gens qui sont, pour une raison ou pour une autre, à la recherche d'autre chose. Euh, il y a le côté détente physique qui les attire aussi beaucoup. Puis, au fil du temps, ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, c'est des gens qui cherchent de la clarté aussi, qui, qui vivent une certaine confusion, soit dans leur vie, soit dans leur tête, soit dans leur corps, puis qui voudraient retrouver un fil conducteur. Euh, c'est aussi souvent des personnes qui ont déjà essayé plein d'approches plus classiques, qui ont déjà fait du yoga ou qui font de la danse. J'ai souvent j'ai des instructeurs de yoga ou de danse ou de pilates ou d'approches physiques. Puis, c'est pas qu'ils sont mécontents de ça, mais c'est comme ils connaissent. Donc peut-être qu'ils ont, soit ils ont envie, quand c'est des instructeurs, ben, ils ont envie de découvrir autre chose. Quand c'est des gens qui ont suivi ces cours-là pendant longtemps, ça se peut qu'ils aient développé des stratégies pour que ça soit moins efficace. Ils ont créé des protections qui font qu'ils continuent à pratiquer ça. Ça leur fait du bien, mais il y a comme ils ont atteint un mur. Puis ils viennent faire quelques séances avec moi, puis ça leur permet de repartir et de retrouver un peu plus de fraîcheur dans ce qui est leur pratique principale. Mm-hmm. Puis j'ai aussi des gens qui savent que ça existe, le yoga, la méditation, la pleine conscience, etc. Mais pour une raison ou pour une autre, ça leur fait un peu peur parce que, par exemple, ils se disent que leur corps n'est pas assez agile pour faire du yoga ou qu'ils sont un peu trop ADD pour faire de la méditation. Tu sais, le côté pas bouger, rien faire, rester en silence. Et ça, je comprends très, très bien parce que moi, pendant des années, juste l'idée même de faire du yoga, pour moi, j'avais l'image du yoga de, tu sais, t'es là, tu bouges pas. Je virais folle juste à l'idée d'y l'imaginer. Et pareil pour la méditation. Puis le son, ça m'a ouvert cette porte-là. Le travail avec les sons, ça m'a permis de constater que je suis capable de faire une chose, puis de m'arrêter, d'y donner toute mon attention, puis je m'ennuie pas. Parce que je dis une chose, mais c'est pas vrai. Tu peux faire un son, puis tu es vraiment avec le son, puis tu es consciente que ça sort, que ça vibre, qu'il se passe des choses là, qu'en même temps tu es assise ou tu es debout, puis il y a tes pieds, puis il y a tes épaules, puis tu peux faire de l'ADD
plein pot, puis c'est super correct. Ah, c'est tellement le contraire de frustrant. C'est tellement remplissant, c'est tellement rassurant de se dire qu'on peut, dans le fond, on peut être soi-même, puis faire ça, et puis tout est correct. Toutes les solutions sont bonnes. C'est juste que toi, tu as décidé, ok, là, je vais chanter, là, je vais faire le son A, puis il y a un son A qui sort, puis c'est ton son, puis ça va, peut-être que ce jour-là, ça va faire, ou où il va finir différemment, ou il va commencer comme si, c'est pas grave, mais toi, tu fais ça. C'est... Il n'y a pas de notion de chanter faux ou pas. Le résultat n'est pas important, c'est l'acte. Puis, je trouve ça beau de découvrir de plus en plus d'approches qui montrent que la pleine conscience, en fait, peut se vivre dans des milliers de moments différents. Puis ce qui me fascine, c'est de parler. Avec Renard, on est touche à tout, hein. Fait qu'on essaie d'explorer. Avec le podcast, pour nous, c'est d'explorer puis d'exploser notre vision classique de l'activité physique. Puis on a comme découvert que certaines pratiques artisanales, faire des choses avec ses mains, les travaux manuels, c'est aussi du mouvement qui est très riche pour l'humain. Puis quand on parle à tous les intervenants à un moment donné, et on entend, pour moi, cette pratique-là, c'est une méditation, ça me fait du bien, tu sais, que ce soit de faire de la forge ou de faire de la poterie. La méditation qu'on pense des fois qui est passive et en fait peut se vivre par un geste, par un mouvement, par le corps en fait. Encore une fois, c'est pas juste dans l'esprit, c'est pas juste de calmer l'esprit, c'est de reconnecter avec son corps. Puis le corps peut être une porte d'entrée pour calmer notre tête un peu. Là, on parlait on a parlé du volet de la voix. Comment est-ce que le son, comment le mouvement est présent en fait dans tes ateliers? Alors, le mouvement est là tout le temps. Mais moi, je suis une personne qui bouge beaucoup, non pas dans des grandes actions, mais juste là, pendant qu'on se parle, j'ai mon bassin, ça joue tout le temps. C'est bon, des fois, je m'arrête, je m'immobilise, mais jamais très très longtemps, parce que je trouve ça inconfortable. Puis aussi, ça m'aide à réfléchir de façon pas juste cérébrale, mais comme avec tout le système. Tu sais, on parle beaucoup de mémoire du corps, puis on parle aussi, en fait, il y a plusieurs études qui démontrent que les enfants qui sont diagnostiqués déficit d'attention, puis là, je sais que je m'engage sur un territoire, il y a des aspects de ça qui sont controversés, mais je trouve ça quand même intéressant comme proposition que ce serait en lien avec un manque de mouvement, soit actuellement, soit dans leur petite enfance, que du fait qu'ils n'ont pas pu bouger comme c'est souhaitable pour un bébé ou un petit enfant, certains réflexes n'ont pas pu se développer puis ensuite s'intégrer, c'est-à-dire être résorbés. Et donc, d'être assis à l'école sans bouger, ça les rend très, très malheureux. Puis ça les empêche de vraiment apprendre de façon plus confortable. Moi, ça m'a parlé beaucoup. Puis, j'ai découvert ça, en fait, c'est une amie qui m'a parlé de la Brain Gym il y a 10 ans maintenant, puis qui m'a un petit peu expliqué ces choses-là et surtout qui m'a fait vivre des exercices, des activités. Et Brain Gym, Brain cerveau en anglais, gym, la gym, c'est une gymnastique pour le cerveau. Donc on bouge le corps et on influence le fonctionnement du cerveau, mais aussi pas juste le cerveau de la tête, mais tout notre système qui nous permet de réfléchir. Alors, c'est des petits gestes, tu sais, on masse des points ou on bouge. Là, je suis en train de lever un genou puis de poser la main opposée. Ça s'appelle la marche croisée. On l'a fait ensemble, en fait, dans notre séquence de préparation aussi.
c'est des choses qui... Enfin, je trouve ça fascinant, le fait qu'en bougeant le corps, on puisse influencer notre façon de penser finalement, ou notre façon d'apprendre. Il y a des exercices de brain gym. Il y en a un qui consiste à dessiner des 8 couchers, des signes de l'infini. Puis, si vous regardez la version vidéo, vous voyez que derrière moi, il y a une affichette où il y a un 8 couchés comme ça. Ça sert aussi à dessiner les lettres de l'alphabet. Mais juste d'allonger le bras devant soi, là j'ai le pouce dressé, puis je dessine un cercle d'un côté, puis un cercle de l'autre, puis je suis mon pouce avec les yeux. Puis je fais ça avec, tiens, comme tu le fais, alors on va le faire en vrai. Ouais. On invite les gens à le faire aussi, si vos mains sont libres. Et puis on fait ça des 2 mains, et on commence toujours en face du nez, et puis de préférence en haut à gauche, puis ensuite en haut à droite, et on dessine les cercles, on suit les yeux. Ouais, on peut faire ça 3 fois, chaque main. C'est fou comment ça, on dirait, ça me fait sourire déjà. Cool. C'est ludique, on dirait en même temps. Oui, on dirait que, ben oui. Je sais pas si les gens te le disent, mais on dirait que je me sens un peu comme une enfant à nouveau, puis de s'amuser avec un rien. Tu sais, c'est... Ben oui, ben oui. Alors attends, on n'a pas fini. OK. La dernière étape, on entrelace les doigts, on entrecroise nos pouces et on fait une dernière petite série avec les 2 bras. Alors le mouvement, il est moins grand parce que tu sais, ça va mieux quand on a les bras, les coudes un peu pliés peut-être. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà, ok. Et puis on peut prendre quelques instants on peut fermer les yeux parce que ça sollicite quand même pas mal les muscles des yeux aussi. On en profite pour respirer. Puis, si vous êtes assis, juste vérifiez que les 2 pieds sont bien posés au sol, puis les 2 fesses bien d'aplomb sur le siège. Sentir le contact, la connexion des pieds, les genoux, le bassin. Et si vous êtes debout, vous pouvez aussi juste sentir que tous vos organes sont déposés dans le bassin, puis c'est relié aux genoux, puis aux pieds, puis c'est comme une structure qui nous supporte, qui nous offre du soutien. Puis cet exercice qu'on vient de faire, moi je l'utilise quand j'ai besoin d'être créative, quand j'ai besoin d'écrire un texte ou que j'ai envie de dessiner. Alors, quand je pense à faire ça avant, ça ouvre. C'est extraordinaire. Et, c'est drôle. Oui, excuse-moi. Non, mais c'est juste, c'est que ce qui me fascine, c'est que ces exercices physiques, ils traversent la frontière entre la tête et le corps. Puis, je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire qu'on a le choix. Tu sais, si ma tête n'est pas disponible parce que je suis trop stressée ou que je suis malheureuse ou que je sais pas quoi, je passe par le corps. Puis hop, ça ouvre. Et si mon corps n'est pas disponible parce que je suis crispée, j'ai mal quelque part, eh ben, je peux utiliser la tête, je peux utiliser des pensées, oui, mais je peux aussi utiliser des sons parce que les sons, c'est entre les deux. Et puis le souffle, c'est pareil, c'est entre les deux. Ça vient du corps, mais c'est minimal et ça permet de débloquer la partie physique. Donc, c'est des façons merveilleuses de tricher. C'est vraiment une porte d'entrée. Tu sais, je me rends compte qu'on a tous besoin de connecter avec notre esprit, nos émotions, puis le corps, puis qu'il y a une harmonie entre tout ça. Puis il y a des gens que leur porte d'entrée, ça va être par le cerveau, tu sais, ça va être au niveau du vocabulaire, des termes, des mantras qu'on récite. Il y en a d'autres, ça va être par l'aspect émotif. Puis il y en a d'autres, c'est par le corps. Puis comme c'est vrai que individuellement, chaque jour, on peut s'écouter puis voir par où on entre finalement. Que si on est triste, l'aspect émotif, bien on peut
bouger le corps d'une certaine façon qui va nous faire changer d'émotion ou nous faire peut-être connecter avec cette émotion-là. On peut rester dans la tristesse aussi, c'est une option, mais puis ça commence à être amusant quand on a plusieurs portes à aller cogner finalement. Exactement, exactement. C'est ouais. Et on a tellement à notre disposition. Puis moi, quelque part, j'ai choisi comme mission d'explorer beaucoup tout ça, puis d'aller chercher à droite, à gauche, au fil des rencontres, plein d'outils, euh, parce que on a beau avoir déjà enfin, comment dire, même quand on a les outils dans le fond, on n'y pense pas toujours. Donc, ça aussi, c'est un des intérêts de suivre mes ateliers. Là, je fais de la pub sans vergogne. Mais même moi, pourquoi est-ce que j'enseigne? C'est parce que quand je suis avec un groupe de personnes ou avec une personne en individuel, eh bien, je suis obligée, entre guillemets, d'utiliser mes outils. Et bien souvent, surtout en individuel, je parle avec quelqu'un, bon, c'est une conversation, je m'écoute, j'écoute ce que je dis à la personne, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et vraiment, très, très souvent, les gens qui viennent me consulter, ils me disent « Ah, il m'arrive telle chose ou j'ai telle difficulté. Ah ben tiens donc, ça entre en résonance immédiate avec quelque chose que je suis en train de vivre moi aussi. » Ce ne sera pas forcément là, identique, c'est souvent c'est transposé sur un, eux vivent ça dans tel secteur de leur vie, moi je vis ça sur un autre plan, mais ce que je vais leur dire, les exercices qu'on va faire ensemble, ça va être hyper pertinent pour moi aussi. Mm-hmm. Et quand c'est dans des contextes de groupe, ben, comment dire, quel que soit le contexte, le fait de vivre ça en étant guidé, entre guillemets, ça nous rappelle, ok, ça existe. Puis, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai le retour que quelqu'un qui a suivi un de mes ateliers s'est souvenu, tel outil, l'a réutilisé dans sa vie, puis ça l'a aidé à réaliser telle ou telle chose. Ça, je trouve ça tellement magnifique. Puis, c'est ça. La seule chose qui me fasse presque autant plaisir, c'est quand moi, dans ma vie, tout d'un coup, je réalise que face à telle situation, mais je peux faire tel truc. Puis, je pense que ta curiosité est apparente. Quand on va voir ton site web, il y a une section où on peut voir la liste des formations que tu as suivies. Puis, ce qui est beau, c'est de voir que, je pense que la dernière date de 2018, tu sais, c'est sur 20 ans, 20 oui. ans, je crois, là. Puis la dernière, c'est récente. Fait que moi, ça me fait comprendre que si je cogne à ta porte l'année prochaine, tu vas sûrement avoir des découvertes à me partager. Fait que ça pourrait être le fun, en fait, que tu expliques. Là, tu as parlé dans le fond, le yoga du chant, le chant des voyelles. Des voyelles. Le brain gym. Quelle autre approche t'ont marqué puis t'as décidé de mettre dans ta boîte à outils justement pour tes ateliers? Alors, je vais juste compléter parce que c'est ça. Je dis souvent que brain gym et le chant des voyelles, en fait, ça vient du Gaya Yoga. Donc, ce sont les deux parents de Kiné-son. Et donc, c'est vraiment les sources principales. Mais je tenais à dire que c'est le Gaya Yoga, en fait, le chant des voyelles. Puis, oui, après, c'est... Excuse-moi, est-ce que Gaya Yoga, c'est le nom d'une approche ou c'est le nom d'un organisme? C'est les deux. C'est une approche qui utilise les sons conscients, la respiration consciente et la conscience du lien avec la Terre. Puis c'est aussi un organisme qui s'appelle la Fondation internationale Gaia Yoga. Donc, et vraiment, ils sont, comment dire, je pense que la raison qui m'a poussée à citer le nom, c'est que c'est vraiment une approche très, très originale,
et en même temps très universel. Donc, pour les personnes qui écoutent et puis qui se sentent un peu attirées un peu plus vers des choses spirituelles, ça peut être intéressant à explorer. Puis, si vous êtes plus dans une approche pratico-pratique, même si dans le Gaia Yoga, il y a énormément de choses pratico-pratiques, mais peut-être vous serez plus attiré par la version kiné-son du chant des voyelles. Je ne sais pas, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais citer comme autre approche? J'ai parlé tantôt des réflexes de la petite enfance. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a, comment dire, ça m'a beaucoup interpellée quand j'ai appris ça, qu'il y a des tas de comportements qu'on a, qu'on pourrait penser qu'on n'est pas normal ou qu'on est malade ou qu'on a un gros problème. Puis en fait, non, c'est juste un petit bug dans notre évolution. Puis on est loin d'être les seuls. Et il y a des outils, des exercices qui permettent de réajuster. Et donc, j'ai intégré un certain nombre de mouvements qui viennent de cette forme de pensée-là. Et une des personnes qui a le plus travaillé là-dessus, à ma connaissance, c'est une, je ne sais plus si elle est russe ou polonaise, mais elle s'appelle Svetlana Mazgutova. Et elle est très active aux États-Unis maintenant. Donc, et son approche, c'est le MNRI. De toute façon, vous pouvez aller voir sur mon site, tout ça est écrit. Qu'est-ce Ce qui me fait vraiment... Oui. J'allais te demander ce qui t'a interpellé dans le fond personnellement de cette approche-là. De sentir dans mon corps, durant les formations, on est les cobayes les uns des autres, et de sentir la profondeur des changements que ça amenait. Comment Mais j'avouerai très humblement que c'est tellement riche que, comment dire, je continue, il y a des exercices que j'utilise régulièrement, mais j'ai du mal à en parler parce que ça fait longtemps que j'ai pas remis le nez dans le manuel, donc je sais que ça fait des trucs, mais je saurais pas trop mettre de mots dessus. Mais ça vient vraiment jouer sur des réactions de stress, ça vient les désamorcer. Ça joue beaucoup sur désamorcer le stress, la peur. Puis c'est d'autant plus pertinent ces jours-ci, je dirais, à cause de ce qu'on vit. Et je pense que notre conversation va être un beau point de départ pour retourner dans cette exploration-là. Mais je comprends que des choses qui étaient initialement distinctes sont devenues pour toi unies puis amalgamées, puis c'est peut-être difficile d'enlever de détricoter ce qui s'est tissé au fil des ans pour toi, tu sais. Effectivement, parce que durant une séance, que ce soit un atelier de groupe ou une séance individuelle, le fil conducteur, il y a les sons, mais au début, à la fin, puis entre chaque série de sons, je propose soit des mouvements, soit des respirations guidées. Et c'est rendu que je ne sais plus trop où je vais chercher quoi. Il y a des séquences que je détermine d'avance, mais en fait, 9 fois sur 10, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Parce qu'il y a l'énergie du groupe, parce que au début, je demande toujours comment ça va dans ton corps, comment ça va votre niveau d'énergie, puis en fonction des réponses que j'ai, ben ça va réorienter. C'est le bonheur de ces approches qui sont vivantes, qui sont comment dire, c'est flexible. Il y a la théorie et puis elle est juste. Puis dans la réalisation, on a vraiment de la marge. Alors des fois, je m'amuse dans mes pratiques personnelles. Je me dis, OK, aujourd'hui,
je vais faire les sons, puis je vais faire les 12 mouvements intégrés de la Brain Gym. Puis, je suis le manuel, puis je le fais. Mais dans les ateliers avec d'autres personnes, ça va être un mouvement intégré, un exercice de Brain Gym, un mouvement sur les réflexes. Puis, plus ça va aussi, ces derniers temps, j'ai commencé à pratiquer d'autres approches qui sont beaucoup dans l'écoute intérieure du corps. Alors, j'ai commencé à intégrer ça aussi. Il y en a une, par exemple, où on est beaucoup en contact avec les liquides du corps. Ça peut paraître totalement ésotérique, mais tu sais, c'est On le parle sang qui des os. circule. C'est ça, on parle de nos os. Pour nous, c'est concret parce que c'est solide. Puis c'est vrai que quand tu as dit les liquides du corps, ça me semblait tellement ésotérique, mais je veux dire, le sang est aussi concret que nos os, là. Mais on Exactement. n'en parle jamais vraiment. Non, puis c'est vrai que dit comme ça, là, c'est comme de prendre quelqu'un et de le lancer dans la piscine. Ça n'a pas de sens, je suis désolée. Mais et puis c'est aussi parce que c'est relativement récent pour moi. Tu sais, j'ai suivi quelques ateliers. Cette démarche-là, ça s'appelle le continuum, mouvement continuum. Puis il y a une personne fantastique qui enseigne ça à Montréal. Et je viens d'apprendre qu'elle redonne des ateliers en ligne. Donc, c'est au programme des prochaines semaines. Mais je trouve ça fantastique ou de penser en termes de contenant. J'ai la tête qui est un contenant, j'ai le torse, le tronc, puis le ventre, puis de déplacer les trois, comme tu sais, t'as 3 balles, puis déjà ça peut changer la façon dont tu bouges. Puis si tu ajoutes à ça du son, parce qu'en continuum, on utilise aussi les sons, mais ça peut être des sons du style ou puis on joue avec ça, on fait résonner ça dans la tête, dans la poitrine, dans le ventre. C'est ça change la relation avec le corps. Alors moi je tripe beaucoup avec ça et j'ai hâte de continuer cette exploration là. Oui. Mais je comprends. Initialement, quand tu as dit qu'avant tu étais un cerveau sur 2 pattes, j'ai souri parce que c'est une expression que j'utilise souvent. Je dis souvent que mon corps, pour moi, c'était juste le transporteur de mon cerveau. Il était juste là je voulais qu'il soit reposé, bien nourri, mais juste pour être plus alerte intellectuellement, tu sais, plus performante intellectuellement. Puis moi-même, j'apprends à voir mon corps comme un nouveau territoire à connaître qui m'apprend sur moi-même. Puis ce que je trouve beau dans cet univers-là du mouvement qu'on est en train de, nous aussi, constamment redéfinir et on pousse les limites. Quand on voit une limite, on se dit, est-ce que si on traverse là, c'est encore du mouvement ou pas? Puis ce que je trouve beau, c'est on arrive à un certain point où les petits mouvements sont souvent oubliés ou sous-estimés. Puis c'est pas parce que le mouvement est doux et lent qu'il n'est pas aussi bénéfique que des mouvements, ce qu'on pense qui est l'activité physique qui est généralement intense et prolongée. Puis ça, je trouve ça beau de dire aux gens, le mouvement a plusieurs formes, puis il y en a qui vont nous interpeller plus que d'autres. Puis des fois, le petit mouvement va être le début pour quelque chose de plus vigoureux, mais c'est bien, c'est correct de commencer lentement. Puis même des mouvements lents, en fait, puis doux, peuvent nous donner de l'énergie. On n'a pas besoin de sprinter sur un tapis roulant pendant 15 minutes pour avoir de l'énergie. Il y a d'autres façons aussi d'accéder à cette banque-là qu'on a en nous. Fait que quand je t'écoutais parler, puis d'imaginer le contenant qui est ma tête avec mon tronc et mon ventre, avant, je pense, comme tu dis, tu sais, si on n'est pas familier avec ce genre d'exercice-là, ça peut réellement sembler étrange, mais il y a des domaines de mouvement qui rendent ça ludique ou même normal. Tu sais, je pense à la danse gaga, par exemple. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, puis j'ai pas encore pu expérimenter. C'est sur ma liste, sur ma bucket list. Je soupçonne que tu aimerais. Moi, c'est une danseuse contemporaine de Montréal qui m'en a parlé.
en Israël, je crois qu'ils sont parmi les pionniers de ça dans le monde, mais c'est une danse qui se veut pas nécessairement dans la performance, mais dans l'expérience personnelle. Puis même en groupe, par exemple, je vais y rendre moindrement justice, mais l'enseignant peut dire, imagine que tu es une crème glacée qui fond. Tu sais, puis c'est ça le mouvement qui t'inspire. Ou imagine que ta peau est... Comment qu'elle a dit ça? En tout cas, il faudrait que je me rappelle, mais c'est des petits exercices comme ça qu'on n'a pas l'habitude. Ou moi, ma prof de yoga m'avait dit, imagine qu'on te verse un seau de balles de ping-pong dans le corps, puis que là, ils rebondissent, puis tu les envoies là où il y a des tensions. Puis moi, ça, c'est un des premiers exercices du genre qu'on m'a fait vivre, puis je me suis dit, ah, c'est spécial. Puis après, quand ça marche, là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ah oui, écoute, merci de parler de ça parce que je suis vraiment curieuse j'en ai entendu parler pour la première fois l'année dernière et j'ai vraiment très, très, très envie d'expérimenter. Donc, ça va venir. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Imaginer des balles de ping-pong dans ton corps et les envoyer là où il y a des tensions, c'est brillant. C'est brillant. J'aime ça. C'est simple parce que ça nous fait réaliser que, OK, on prend conscience des tensions, mais ça nous fait aussi sentir qu'on peut agir sur cette tension-là en disant, cette petite balle-là dans ta tête que tu imagines, c'est toi finalement qui la dirige. Exact. Puis je pense que ça aussi, une fois qu'on a pris conscience de ce qui nous habite, c'est d'être capable de danser avec nos émotions puis nos idées puis de savoir qu'on est capable de le faire parce que je pense qu'on se sent souvent victime de ce qui se passe dans notre tête puis en nous puis qu'on n'a absolument pas de contrôle. Fait que j'imagine que les gens qui cherchent la clarté, en fait, progressent vers ça, tu sais, d'un état de prise de conscience jusqu'à s'amuser après à diriger son énergie. Ça se peut-tu? Oui. Ben, je suis en train de réfléchir aux témoignages que j'ai eus. Mais oui, puis oui, ça correspond pas mal aussi à ce que j'ai pu observer. Ouais. Mais ce que tu décris, c'est vraiment, c'est quasiment un état de grâce, hein, mais effectivement, c'est l'objectif. Après, c'est l'atteindre et puis le réatteindre et puis être de plus en plus là-dedans. Waouh, ouais. C'est une pratique. Comme tu disais tantôt, c'est pas un état qu'on atteint puis qu'on peut soutenir constamment, mais c'est plus jour après jour de se pratiquer à être présent, comme tu disais tantôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis de plus en plus, puis pas lâcher. C'est ça, ça aussi, c'est une expression que j'utilise souvent, c'est qu'on lâche prise, mais on lâche pas. Tu sais, on continue de lâcher prise parce que le réflexe inverse, il est très puissant. Donc, on a souvent peur que lâcher prise, ça veut dire d'abandonner ou de devenir apathique. Tu sais. Je pense que d'apprendre à se détendre dans une société qui est tout le temps stimulée, c'est ça, il faut réapprendre, il faut apprendre à se détendre. Ouais. Puis, je trouve que ça a aussi l'avantage que quand tu commences à apprendre à te détendre dans ton corps, ça veut dire aussi que tu changes de point de vue par rapport à ton corps. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est plus telle tension, ça n'est plus un truc inévitable, par exemple. C'est juste quelque chose. Ah, c'est là, ok, je sais, je fais ça, ça le change. Ah, puis aujourd'hui, je vais essayer ça, ça marche aussi. Bref, ça crée une ouverture d'esprit. Puis l'idée, c'est de transposer aussi cette ouverture d'esprit aux mécanismes dans notre tête. Parce que souvent, on est malheureux parce qu'on regarde des situations d'un certain point de vue. Mais si on arrive à, hop, changer l'orientation, mais c'est là que ça permet aussi de trouver des solutions ou de le vivre différemment. C'est ça, c'est toujours exploiter les liens entre les deux, entre le corps et puis l'esprit, puis jouer avec ça. Puis
j'ai l'impression que tu nous donnes la permission, en étant toi-même curieuse, on dirait que tu nous donnes la permission d'adopter plusieurs points de vue. Parce que je pense que des fois, on a l'impression qu'il faut choisir entre le yoga et la méditation assise. Il faut choisir entre la danse de tel style ou de tel style. Puis finalement, il n'y a pas de compétition entre les domaines. En fait, c'est beau de voir qu'est-ce qu'il y a en commun à travers des disciplines des fois complètement différentes, ou légèrement différentes, puis de voir, en fait, qu'est-ce que tu aimes simplement dans chaque approche, puis de te permettre de créer ta propre recette. Puis je pense que ça, c'est important. C'est niaiseux, mais je pense que mon esprit était beaucoup programmé en noir ou blanc. Ça, c'est bon, ça, c'est moins bon. S'il y a quelque chose qui est bon, quelque chose d'autre doit être au-dessus ou en dessous. Tandis que là, en mode exploratoire pour le mouvement, j'essaie plus de me dire qu'est-ce que ces choses-là ont d'unique, puis qu'est-ce qu'ils ont en commun, qui résonne en moi, puis tout simplement. Tu sais. Ouais, puis qu'est-ce qui est pertinent pour moi en ce moment aussi, hein? Qu'est-ce qui résonne là? C'est et quand tu parlais là, ça me mettait en contact ce côté d'être obligé de choisir ou comment dire ça. Ça me renvoyait à mes origines en fait. C'est vrai que j'ai à la fois une facilité pour mettre des choses dans des petites cases, puis que ça communique pas, mais j'ai aussi une facilité pour accepter plein de points de vue différents. Et je fais le lien entre ça et puis mon passé de multiculturel ou de mélanger. Mm-hmm. Parce que j'ai un père japonais, une mère allemande et que j'ai grandi en France. Donc, tu sais, j'avais un contexte sociétal, puis deux contextes culturels de parents qui, à mes yeux, étaient aussi importants et aussi valables l'un comme l'autre. Donc ça m'a comme appris à naviguer avec plusieurs références. Et je suis très, très reconnaissante de ça parce que là, j'ai beaucoup de plaisir à naviguer entre différents contextes de, tu sais, le Gaia Yoga, la Brain Gym, le Continuum, le Body Mind Centering, le ceci, le cela. Et à la fin du compte, tout ça se mélange et puis hop, kiné-son. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que, parce que là, tu parles aussi de plusieurs langues, japonais, allemand, français, mais je pense que tu as aussi appris, si je ne me trompe pas, l'italien. Lequel j'oublie? L'espagnol. L'espagnol. Puis j'ai l'impression que les différentes langues ont dû t'ouvrir aussi sur d'autres univers parce que des fois, on pense juste en français, on rêve en français ou on consomme du contenu aussi en anglais. Puis ce qui n'existe pas dans ces langues-là, ce qu'on ne trouve pas dans ces langues-là, c'est comme si ça n'existait pas pour nous. Mais j'ai l'impression qu'une nouvelle langue va te permettre d'accéder plus directement à d'autres praticiens, à d'autres auteurs, à d'autres philosophes ou penseurs, qu'il doit y avoir comme des ouvrages qui existent en japonais qui n'ont jamais été traduits peut-être, puis que nous, on n'a même pas conscience qu'ils existent, tandis que déjà là, toi, tu peux accéder à ça, puis voir si tu l'inclus ou pas, tu sais. Est-ce que c'était difficile initialement d'avoir plusieurs identités, en guillemets? J'ai un peu de mal à répondre à cette question-là. Ça s'entend, ça se voit. J'ai pas trouvé ça difficile dans mon vécu. Possiblement parce que je suis une personne qui s'adapte beaucoup. Enfin, j'ai appris à m'adapter, forcément. Puis, comment dire? J'ai rarement eu conscience d'avoir plusieurs identités, en fait. C'est ça. C'est, je sais que le mode, enfin, je connais d'autres personnes qui ont des backgrounds un peu similaires et qui ont traversé des périodes difficiles à cause justement de l'identité double, voire triple. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça.
je pourrais dire que les difficultés que j'ai eu conscience de vivre étaient d'ordre plus humain et moins liées à la culture. Mhm. Bon, c'est pas à 100% vrai, parce qu'il y a des choses, quand on creuse, ça peut être associé à des différences culturelles, mais, j'avoue que j'ai pas beaucoup exploré ça. OK. J'étais juste curieuse de Ouais. savoir, comme, c'est ça, comme tu dis, certaines personnes, leur histoire, ça aurait pu être, oui, j'étais confus, puis je me demandais si j'irais vivre au Japon finalement, ou, tu sais, ça doit amener un certain lot de questions parce que j'ai l'impression que tu as un sentiment d'appartenance, puis tu as de la famille là-bas. Comme dans ton cas, peut-être que c'est un peu comme Kinesson, en fait. Il y a une union qui maintenant, tu sais, c'est harmonieux, puis tu peux pas distinguer. C'est pas plusieurs identités, mais ça en est une. Puis pour toi, tu n'as pas besoin de séparer les parties puis de les, les fragmenter, peut-être. Je sais pas. Ouais, d'une certaine façon, oui. Je dirais oui. C'est maintenant que tu le mentionnes, j'ai eu dans ma vie des étapes où, par exemple, j'étais au Japon avec une bourse d'études, puis je voulais absolument retrouver mes racines. Ça s'est très très mal passé. J'ai pris 15 kilos, puis le jour où j'ai décidé, bon, je laisse faire. Je suis juste là, je suis au Japon, je fais mes choses. J'ai commencé à perdre mes kilos et à me sentir beaucoup mieux. C'est mais je dirais que par rapport à, pour revenir aux langues multiples, ce que ça m'a permis de vivre et que je trouve aussi très tripant, c'est que quand je change de langue, je change un petit peu de personne ou de personnalité. Il y a, il y a à la fois il y a une musique, il y a un rythme, il y a une qualité qui est différente quand je parle français, quand je parle anglais, quand je parle japonais. Enfin, c'est c'est très agréable, je trouve, de pouvoir être des personnes multiples Mhm. tout en restant soi-même. Quel c'est quoi le rythme que tu perçois entre, par exemple, le japonais et le français? C'est quoi l'énergie qui se dégage d'une langue par rapport à l'autre? Euh, pour moi, le japonais, il y a quelque chose de plus doux, de plus, puis de plus flou aussi, un flou artistique. Dans Euh, l'expression des idées? oui, oui. Euh, on peut être, en même temps, on peut être très clair en japonais, mais c'est moins tranché en apparence. Tu sais, quand je parle français, j'ai l'impression bon, là, je fais des gestes, ça s'entend pas au Mhm. podcast, mais c'est très carré. Il faut que ce soit clair, il faut que je dise une idée, parce que sinon, ça marche pas. Les mots sont précis. Alors que en japonais, on y va par petites touches. On donne un mot, plus un autre. On y va par approximation. Et OK. on arrive au même endroit, mais c'est, et c'est peut-être ça mon côté japonais. Je trouve ça plus doux, presque plus confortable. En même Mhm. temps, j'adore la langue française, la précision que ça offre. Donc j'ai aussi mon côté français qui aime ça, la clarté. J'ai mon côté japonais qui dit ah ouais, mais des fois, tu sais, c'est trop noir et blanc, c'est brutal. Mhm. Moi, je trouve que l'anglais est très, je ne sais pas comment le dire en français, straightforward. Quand j'écris des courriels, il y a un ton que j'adopterais jamais en français. Il y a une direction très claire dans l'anglais. Tu sais, un hi, c'est suffisant. Tu sais, des fois, j'écris bonjour, puis il faut que je rajoute aussi une formule de politesse. Je trouve que le français, il y a beaucoup d'ornementation des fois. Je sais pas. C'est bonjour, j'espère que vous allez bien. Puis, mais ça, c'est au-delà du vocabulaire, c'est dans l'expression des idées d'un peuple, je trouve. J'ai jamais étudié la question en profondeur, puis je parle deux langues, fait que je peux pas comparer beaucoup, mais c'est quelque chose que j'ai observé. Je trouve qu'avec l'anglais est très efficace, pas, pas beaucoup de flafla autour en général. Tu sais, on peut aller directement exprimer des idées sans être impoli ou rude. Tu sais, tandis qu'en français, l'équivalent serait assez austère. Je sais pas comment dire, mais ouais. Ce que j'ai remarqué quand tu parlais de rythme des langues, toute cette image qui m'est venue en tête, c'est l'italien.
j'habite à côté de la petite Italie à Montréal, puis je comprends pas ce qu'ils disent. Quelques mots, parce qu'il y a des mots qui ressemblent au français, mais le mouvement du corps est pas le même. L'intonation est pas le même. Il y a une certaine joie de vivre qui émane, qui est partagée, même sans comprendre les mots. À l'œil, on voit que le corps parle. Puis sûrement parce que la prononciation aussi, selon les langues, ne fait pas bouger le visage de la même façon. Puis il y a des langues qui amènent des visages peut-être plus sérieux que d'autres. En tout cas, c'est quand même fascinant. Tout à fait, tout à fait. Et l'allemand, dans le fond, c'est la maman? Oui, c'est ma mère qui est allemande. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens en parlant? Qu'est-ce que tu perçois en parlant allemand? Alors, l'allemand, c'est très organisé. C'est un peu cliché, mais puis en même temps, pour moi, c'est doux. Il y a souvent des gens qui disent l'allemand, c'est guttural, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Euh, c'est clair aussi. Mais je me rends compte que j'ai pas. C'est Ça fait un moment que j'ai pas parlé allemand. Et en même temps, je dis ça, puis je dis non, menteuse, tu as parlé allemand il y a moins de 2 mois. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas enseigné en allemand, par exemple. Mm-hmm. Mais ouais, ça demande aussi une pensée claire, parce que les phrases sont structurées. C'est un peu, faut que tu saches au début ce que tu vas dire à la fin, d'une certaine façon. OK. Ou tu me pousses la curiosité là. Faut que je retourne à l'allemand. OK. Bien, on s'en reparlera. C'est ça. Des fois, il y a des questions qu'on avait prévues d'avance, puis comme on en Oui, parlait avant d'enregistrer, des fois, il y a des questions qui émergent, puis c'est ça. c'est correct les silences, si on réfléchit, mais je sens que moi, c'est un sujet que je réalise en te parlant qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime tellement faire des choses dans la vie. Un des deuils que je dois faire, c'est de ne pas faire des cours de langue de plus. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire, puis c'est de dire, là, l'espagnol me tente. L'allemand et le japonais, pour la sonorité, il y a quelque chose qui m'interpelle. On dirait que c'est pas rationnel. Puis on dirait des fois, il faut que je m'attende en disant, Marc-Claude, fait moins de choses, fais-les bien. Mais peut-être un jour, tu vas apprendre une autre langue. Fait qu'on s'en reparlera si ça te... On va laisser se décanter. Mais pendant qu'on est dans la discussion sur la culture, tu enseignes justement aussi en plusieurs langues. Est-ce que tes ateliers sont les mêmes ou différents de pays en pays ou d'endroit, de communauté en communauté? Alors, non, en fait, non. Je, j'offre les mêmes ateliers. J'ai cru au départ, à un moment, qu'il fallait que je les adapte pour certains aspects. Je vais donner un exemple. Bon, il y a un atelier que j'appelle Crée ton kiné-son pour réaliser ton projet. Et là, il y a les sons et les mouvements, la respiration, mais on utilise aussi des mots et des intentions. Puis je demande aux gens de venir avec une idée, un projet. Mais ça peut être juste, ça peut être, il y a des gens qui sont venus en disant, bah, moi, mon projet, c'est de bien vivre l'atelier. C'est pas. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui sont venus parce qu'ils sont en train d'écrire un livre, ou quelqu'un qui est venu parce qu'il voulait du soutien pour arrêter de fumer. Enfin bon, il y a vraiment toute une gamme de choses possibles. Et, et au début, je demandais aux gens de partager leur projet au début de l'atelier. Puis j'ai été invitée à donner cet atelier-là au Japon. Et je me suis dit, ah, les Japonais, ils sont tellement discrets, ils sont tellement timides. Bon, il faut que je trouve une façon. Ok, je vais dire que c'est correct, qu'ils n'ont pas besoin de de dire c'est quoi leur projet. Puis je pense que j'ai donné une session à Montréal d'ailleurs pour tester si ça marchait. Puis j'ai réalisé que oui, en fait. C'est et à ma grande surprise, quand je suis arrivée au Japon, ah non, pardon, avant ça, je l'ai donné à Paris aussi. Et alors,
En France, tu sais, tu te dis, normalement, les Français, ils sont grande gueule, tout ça. Bon. Ben, sur mon groupe de 15 personnes, écoute, puis j'avais donné le choix. Vous partagez si vous voulez, puis si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Eh bien, il y a à peu près la moitié du groupe qui a pas dit. C'était correct. Mais j'étais très surprise. Et le même atelier au Japon, bon là, le groupe était plus petit. J'avais 6 personnes. Et ben, ils ont tous dit c'était quoi leur projet. Mhm. Et entre-temps, je réalise que peut-être aussi que selon les pays, comment dire, euh, quand j'ai donné mon atelier au Japon, j'ai peut-être attiré justement des gens qui aiment s'exprimer, mais qui le font pas forcément parce que c'est pas forcément quelque chose qui est approuvé au niveau global. Et en France, j'ai peut-être aussi attiré des gens qui, qui sont plus introvertis et qui ont perçu que là, je leur donnais l'espace d'exister sans forcément avoir à ouvrir une grande gueule. C'est parce que j'ai vécu la même chose en Italie, où là aussi, sur le groupe, il y en a la moitié qui a préféré ne pas exprimer verbalement versus l'autre qui a partagé. Et aussi, l'Italie, c'est aussi une culture où, tu sais, ah là 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 là. Donc, bon, c'est très, comment dire, c'est très intuitif. Ce n'est pas une étude approfondie. Ça repose sur beaucoup de clichés. Je le J'ai pas fait reconnais, de je m'en statistiques. excuse. Mais des petites pistes. Ouais. Puis, comme tu décrivais les gens qui viennent vers toi, fait comme tu semblais le dire, il y a des gens qui sont à la quête de peut-être plus de calme, d'une certaine pleine conscience, puis il y a des gens qui sont des praticiens, qui sont habitués, qui ont plusieurs pratiques, puis qui veulent un peu de la nouveauté ou rafraîchir. Fait que tu as autant un initié, un apprenti, que peut-être quelqu'un avec une certaine aisance, comme on disait tantôt, avec des exercices qui peuvent sembler intimidants, sembler loufoques, étranges, ésotériques. Comment est-ce que tu réussis? Souvent, puis surtout que tu dois avoir devant toi dans un atelier une diversité, là. Tu sais, les gens s'inscrivent aussi spontanément, fait que ça peut être des groupes hétérogènes. Comment est-ce que tu réussis à créer une ambiance où les gens se sentent à l'aise, confortables? Écoute, je dirais par inconscience. Ou, enfin, c'est vrai que c'est mon but, c'est mon intention, mais je peux pas dire que je me sois assise un jour avec une feuille de papier et un crayon en disant bon, qu'est-ce que je vais faire pour que les gens soient à l'aise. Je pense que j'ai bâti ça. Vraiment, c'est la pratique. C'est aussi c'est lié à ma personnalité. J'ai besoin quand je suis assise avec quelqu'un qu'il y ait un contact. Euh, que la personne soit à l'aise. Puis, j'essaye d'être moi-même le plus authentique et le plus à l'aise possible. Donc, ça, quand je me trompe ou que j'oublie des choses, je le dis. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rire. C'est un peu mon. Enfin, j'aimerais que ce soit mon état d'être par défaut. Et donc, j'aime beaucoup désamorcer les tensions en étant pas en faisant des grosses blagues, mais tu sais, c'est comme des émoticônes de comportement, on va dire. Et puis l'avantage d'avoir le mouvement, puis d'avoir des choses simples, c'est que je peux changer d'ambiance rapidement. Donc là, par exemple, j'aurais très envie de bouger un petit peu parce que C'est ça. Ouais. Moi, je fais la plupart des enregistrements debout, des épisodes. Oui. Ouais. Parce que je sens que ça me garde dans un certain état d'éveil. Ouais. Des fois, je le sens dans les jambes, puis je me dis, je prendrais bien une chaise ou un banc. Mais jusqu'à maintenant, en général, tous les podcasts, j'étais debout. Puis justement, quand tu me parlais, t'entendre parler de mouvement, ça fait jusqu'au bout des orteils. Il y a comme
il y a du bruit dans mon corps, là. Je sens que moi aussi, sûrement qu'après avoir pesé sur pause, je vais quand on va avoir finalisé l'enregistrement, je vais aller sûrement dans ma chambre, puis je vais aller suivre une pratique. Ouais, on le ressent. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, je te demandais comment tu crées une bonne ambiance, puis je me rends compte que c'est pas quelque chose que tu as rationalisé. Encore une fois, je te vois comme une cordonnière bien chaussée, finalement, parce que tu y vas par la présence du corps, puis d'être connecté avec tes émotions, puis l'énergie du groupe, dans le fond. Ouais. Puis je pense que ça, c'est un art en soi que nos directives puis notre enseignement ne passe pas juste par l'intellect, encore une fois. Oui, ça c'est mon apprentissage à moi, c'est mon défi à moi. Et quand je retourne en arrière, j'ai des flashs au début que j'enseignais où j'étais pas bien à l'aise, j'étais beaucoup dans ma tête, effectivement. Puis ça, c'est des moments où j'ai pas su lire non plus, j'ai pas su sentir que telle ou telle personne était mal à l'aise. Et maintenant, je suis un petit peu plus habile avec ça. Un petit peu. Comment ça se vit, les cours à distance? Est-ce que est-ce que tu offrais des ateliers en ligne avant le confinement? Non. J'y pensais, mais je tardais à passer à l'action. Non, non. Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime le nouveau défi que ça m'offre. J'ai mis un peu de temps à m'adapter au fait que à cause de la technologie, tu sais, par exemple, je peux pas dialoguer avec les participants vraiment durant la séance parce que c'est trop compliqué, il faut que les gens remettent leur micro, etc. Alors, j'ai commencé à développer le monologue dialogué. Et je continue, je pose des questions aux gens parce que ça, je trouve, c'est important. Ça aide beaucoup à rester conscient de son corps. Comme, tu sais, là, j'aurais envie de dire aux gens qui écoutent, tu sais, comment ça va dans le corps? Est-ce que tu sens bien toujours tes pieds? Puis, est-ce que tu as des tensions? Est-ce que ta position, c'est toujours la plus confortable possible? Et ça, c'est des choses que mes ateliers sont parsemés de ce genre de remarques. Puis maintenant, je concentre les échanges au début, puis à la fin. Sauf un atelier où j'ai un format de 2 heures. 2 heures, puis vraiment un tout petit groupe. Puis là, on prend le temps de dialoguer. Ça, c'est Mananan, je le garde. Puis sinon, j'ai développé des pratiques où c'est plus, c'est comme un vidéo que tu regardes. Mais j'explore, puis apparemment, il y a des technologies à l'étude pour pouvoir, par exemple, pour que les musiciens puissent jouer ensemble en temps réel, pour qu'il n'y ait plus le délai sonore. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis... Ah, c'est précieux. Parce que quand on a pris contact initialement, je me suis dit, je serais fascinée d'essayer de tourner un atelier avec toi. Parce que moi puis Vince aussi, on est en apprentissage. On sait qu'on veut voir comment le web peut être un outil qui améliore la vie des gens parce que le web peut aussi... À mes yeux, il y a une junk food sur le web de contenu. Tu sais, il y a du contenu qui est nourrissant, puis il y en a d'autres que je pense que c'est plus... pas toxique, oui, bien carrément toxique, puis des fois, c'est juste pas, c'est ça, c'est pas nourrissant, puis on veut comprendre comment on peut délibérément créer du contenu de qualité puis profiter des bienfaits du web. Des fois, comme aussi fermer notre ordinateur, mais que quand on est sur le web, c'est enrichissant. Fait qu'on réfléchit à plein de contextes différents qui nous permettraient d'apprendre, tu sais, de filmer comment lancer une balle, puis, tu sais, filmer un atelier de céramique, il y a des enjeux complètement différents. Puis quand j'ai rencontré, je me suis dit, wow, comment est-ce qu'on transmet le son avec le web? Puis, fait que j'imagine, c'est ça, que tu es dans les mêmes réflexions pour faire honneur, en fait, à l'expérience en réel.
Parce, Ouais. ouais. Il y a un truc qui me fascine récemment, on s'intéresse à la numérisation du savoir. Puis ce qui me fascine aussi, c'est de voir comment la vie humaine s'est numérisée avec le temps, puis de réaliser que la musique, avant, si on entendait de la musique, on était physiquement présent et on voyait les gens ou quelqu'un qui chantait. Puis j'ai l'impression que les gens oublient maintenant parce qu'on a un iPod où le son vient magiquement à nos oreilles par une machine, puis des fois, le son est créé par une machine, même si c'est quelqu'un qui pèse sur le bouton. Puis on oublie que les sons venaient de mouvements humains. Que si l'humain ne bougeait pas, il n'y avait pas de son. Puis si on revient à la voix, de se rendre compte qu'avec notre corps, on fait bouger, juste comment on fait bouger notre gorge, notre bouche, on est capable de... Le mouvement se transforme en son. Puis pour moi, ce petit geste-là me fait réaliser comment on est déconnecté de la musique en ce moment, en oubliant que c'est quelqu'un dans le monde réel qui doit bouger. Je sais pas. Ouais. Puis, ce que tu dis, moi, ça me renvoie au fait que non seulement on est déconnecté par rapport aux gens qui jouent la musique, mais aussi on est déconnecté par rapport au fait que nous-mêmes, on peut produire des sons, effectivement. Et que même si on va pas s'improviser pianiste de concert du jour au lendemain, puis que c'est loin d'être un but souhaitable pour tout le monde, juste de reconnecter avec l'instrument de notre corps, avec notre voix, c'est super précieux. C'est parce que comment dire, ça fait du bien je vais dire chanter, mais chanter sous la douche, fredonner, ça fait du bien. Ça, c'est tellement simple. C'est comme danser. Danser, ça fait du bien aussi. Qu'est-ce qui, parmi tous les sons possibles, Oui. qu'est-ce qui fait que, le chant des voyelles initialement, là, c'est quoi je ne sais pas c'est qui la personne qui a créé ça ou si c'est plusieurs personnes entre elles, mais qu'est-ce qui fait que cette personne ou ces personnes ont choisi ces 8 sons-là? À ma connaissance, cette pratique d'utiliser les voyelles dans un but à la fois de bien-être et de spiritualité aussi, ou de développement personnel, ça remonte à l'Antiquité dans l'Occident. On trouve des traces en Égypte, l'Égypte antique, la Grèce antique, et de l'autre côté du monde, toutes les pratiques des bouddhistes tibétains, puis toutes les pratiques de yoga de l'Inde. Donc, c'est très, très vieux. Et ce que j'utilise moi, le chant des voyelles, la généalogie que j'ai pu retracer, c'est au début du XXe siècle, quelqu'un en Europe qui a retrouvé des documents par rapport à ce qui se faisait, je crois, dans la Grèce antique, puis qui a écrit ça. Puis il y a très peu de choses, hein. Mais le livre a été publié et là, on fait un saut dans l'espace et dans le temps. Il y a une Québécoise qui s'appelle Hélène Kaya qui a mis la main là-dessus, puis qui a expérimenté. Puis il me semble que là, il y a déjà les voyelles telles que je les pratique. Puis elle a vraiment expérimenté, ressenti dans son corps. Puis elle a travaillé aussi. Alors, on peut parler d'intuition, on peut parler de guidance intérieure. Il y a des gens qui vont parler de canalisation ou de channeling. En tout cas, elle a mis en forme de cette façon que moi je connais. Et cette femme, Hélène Kaya, est décédée très jeune, malheureusement. Je pense qu'elle avait 35 ou 36 ans. Mais elle a eu le temps de partager son savoir et son expérience à une autre personne, une autre Québécoise qui s'appelle Reine-Claire Lucier et c'est mon professeur à moi. Et Reine-Claire a repris le flambeau et elle a gardé la structure telle qu'elle l'avait reçue,
Donc, la séquence des sons, les grands principes, mais elle a comme perfectionné peut-être, elle a poursuivi le Mhm. développement de cette approche. Et là, on parle, Hélène Kaya, je pense qu'elle est décédée dans les années 80 ou tout OK. début années 90. Moi, j'ai rencontré Reine Claire en 1996. Et donc, ça va faire bientôt 25 ans que je pratique le chant des voyelles. Wow. Et, euh, et c'est ça. Ça, c'est la généalogie telle que j'ai pu la retracer. Mhm. Je t'avoue que je n'y ai pas consacré énormément de temps. Il y a un petit peu de curiosité, mais peut-être que j'y retournerai un jour, peut-être quand je vais enfin écrire mon livre. Mhm. Je Mais sais c'est pas. bien Mais que tu sois ancré dans le présent finalement. Tu ouais, l'as expérimenté puis tu as senti que ça t'a fait du bien. Puis c'est vrai que des fois, on n'a pas besoin de comprendre l'origine ou toute la rationalité derrière les choses pour savoir. Le vivre, c'est différent. Moi, je pense que je vais aller fouiller parce que je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui peut-être s'explique dans notre humanité, qu'est-ce qui fait que, peu importe la langue aussi, parce que le chant des voyelles, dans le fond, est-ce que c'est différent quand tu le fais? Est-ce qu'il y a une facilité en français, vu que ça a été développé par des francophones avec certains sons, ou est-ce que tous les pays où tu le fais, il y a la même aisance avec les mêmes sons? c'est une question géniale parce que la réponse, c'est non. Il y a 8 sons parmi lesquels, à ma connaissance, les francophones et les germanophones sont à l'aise avec tous les 8 sons. Ceux qui sont difficiles pour beaucoup d'autres pays, c'est par exemple le est et le e accent grave, e accent aigu, Hmm. et puis le u et le e. En Italie ou au Japon, on m'a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on les fasse, ces sons-là, ils n'existent pas dans notre langue. Hmm. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une version simplifiée? Puis ma réponse, c'est la réponse que j'ai eue de ma prof, qui elle aussi a été confrontée à ça, c'est que pourquoi faire moins quand tu peux faire plus? Chaque vibration, elle a sa couleur. C'est comme pourquoi te priver de 4 saveurs de crème glacée alors qu'elles sont là? Chaque vibration va aller chercher autre chose. Et il y a des façons, pour les personnes dont la langue maternelle n'a pas ces sons-là, pour qu'elles puissent y arriver. Mhm. Il y a des trucs comme par exemple faire un U, ta bouche a la forme du OU, mais tu chantes un I. Et ça marche. Ça prend un tout petit peu d'entraînement, mais ça marche. OK. Tu peux faire OU. Tu commences par faire un OU, puis sans changer la forme de la bouche, tu changes ton son en I. Et le E, c'est le même principe, c'est le O, la bouche en forme de O, mais tu chantes un E, puis ça finit par faire un E. Hmm. Et moi, je travaille ça un petit peu avec les personnes, et puis très vite, ça se place. Et c'est pareil avec le E et le E, on joue. Puis même dans les langues où ça officiellement ça n'existe pas, il y a quelque part ça existe aussi. Donc Mais c'est mécaniquement, il faut que notre oui, bouche soit capable, la langue doit se positionner, les lèvres. Quand on parle tu sais, on parle même plus de petits mouvements, on parle de micro-mouvements. Il faut physiquement être capable. Fait que j'imagine que les gens doivent s'entraîner à comme tu l'expliquais, la position de nos muscles, en fait, pour qu'on soit capable d'émettre ce son-là. Euh, Puis, est-ce qu'il y a des sons dans d'autres langues que toi, des fois, tu pratiques qui n'étaient pas dans cette comme combinaison-là de voyelles initiales? Non? je suis très très paresseuse. euh, non, à vrai dire, autant j'ai de la curiosité pour explorer plein de choses. Euh, je non, le chant des voyelles, en 25 ans, j'ai encore tellement de choses à découvrir avec juste ces 8 sons-là que je t'avoue que
j'ai plus mis ma curiosité vers l'accompagnement avec les mouvements, etc. Et les sons en eux-mêmes, j'y ai pas touché. Mhm. C'est Je serais curieuse si on demandait à certains de tes élèves de dire, mettons les gens qui disent pourquoi je ferais ces sons-là, ils n'existent pas dans ma langue, puis de leur dire quels sons aimeriez-vous ajouter, juste pour voir qu'est-ce qui émergerait. oui. En tout cas, c'est juste, je suis juste curieuse. Fait que les gens qui ont envie de bouger, parce que nous aussi on se tortille en ce moment, puis qui ont envie de commencer à apprendre à te connaître, te suivre ou développer une pratique de pleine conscience, c'est quoi les meilleures façons pour te rejoindre ou te suivre? Alors, j'ai un site web qui est kineson.com avec triple W avant. Je l'ai mentionné au début, mais c'est ça, c'est important, www.kineson.com. Je suis aussi sur Facebook. Tu cherches Kineson et tu tombes sur moi. Et puis, je suis aussi sur YouTube maintenant. Mm-hmm. Mes pratiques du mardi matin en ligne sont ouvertes à tous, puis je les enregistre et j'offre ces enregistrements-là. Ces pratiques-là, c'est gratuit. Les donations sont appréciées, mais à la base, je veux que tout le monde puisse y avoir accès. C'est ça. Je suis sur Instagram, mais plus à titre privé pour l'instant. OK. C'est pas Kineson, c'est Anna Takahashi. Et sinon, mon courriel, c'est Anna, mon prénom, A2NA, à commercial kineson.com. OK. Fait que si les gens ont des questions, ils peuvent en fait te rejoindre directement. Absolument, ça va me faire un immense plaisir de leur répondre. Et puis, s'ils veulent, on peut se parler au téléphone aussi après un premier contact. C'est, j'ai pas encore officiellement d'appel découverte, mais c'est à l'étude. Puis si les gens te contactent, dans le fond, qui sont parce qu'éventuellement, la vie normale, en guillemets, va revenir, puis les ateliers initialement sont en personne. Fait qu'au Québec, les gens qui voudraient te suivre, est-ce que c'est des ateliers principalement en français ou des fois, tu en as dans d'autres langues? Pour l'instant, c'est principalement en français, mais je vais lancer très prochainement une version en anglais parce que j'ai des demandes. Et pour les autres langues, ben, ça va être aussi. C'est pas prévu pour tout de suite, mais tout est possible. OK, c'est ça. Dans le fond, quand tu fais des voyages, tu enseignes sur place des fois en japonais ou en allemand, mais pour l'instant, le focus, c'est le francophone. Oui. OK. Puis pour l'instant, les voyages, c'est pas Ouais. beaucoup de programme, donc Ouais. on va voir Mais comment ça évolue. si jamais tu fais des cours en ligne en différentes langues, je pense que quelqu'un comment qu'on dit, quelqu'un qui parle plusieurs langues, polyglotte, Oui. va pouvoir se pratiquer aussi avec toi. Ça peut être le fun c'est comme quand on écoute le même film, mais dans différentes langues pour oui. affiner notre oreille. Puis, ouais. Je serais curieuse j'ai hâte au jour, je vais pouvoir t'entendre parler japonais puis allemand. Je pense que je vais observer aussi quand on parlait comme tantôt de l'énergie qui se dégage puis de la dynamique. Bon, écoute, c'est promis, je te tiendrai au courant si je fais ou si j'enregistre des pratiques en japonais ou en allemand. Mm-hmm. Ouais. Alors, avec plaisir. On peut couvrir en primeur, annoncer ça nous fera plaisir. C'est une invitation. On se demandait, avant de commencer, si on faisait un court exercice. Je ne sais pas en ce moment si tu aurais envie qu'on en fasse un de quelques minutes pour s'apaiser ou s'énergiser. Je ne sais pas si je te prends au Oui. dépourvu, mais... Non, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va... Ceux qui aimeraient rester avec nous pour avoir l'expérience avec Anna. Fantastique. Alors, assis ou debout, on se dépose. On prend conscience de nos pieds sur le sol, de nos fesses sur la chaise
Et puis, je pense que je vais m'adresser aux personnes assises. Ça va être plus simple. Alors, on n'a pas beaucoup bougé les pieds, alors on va diriger notre attention vers nos 2 pieds. Puis on peut jouer avec les doigts de pied. Moi, je vous montre un peu avec les mains, pour ceux qui ont la vidéo. Et on soulève un pied, on dépose, et puis l'autre. Puis on peut gratter le plancher avec nos doigts de pied. Et puis on peut soulever un talon, et puis l'autre. Et on observe qu'est-ce qui se passe avec la cheville. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec les genoux? Toujours, on soulève un talon, et puis l'autre. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Et quand je place mon attention dans le bassin, est-ce que ça change la qualité de mon mouvement? Si je permets à mon bassin d'être de plus en plus mobile, que je continue à lever un talon, puis l'autre, et si je place mon attention vers la taille et j'élargis jusqu'aux épaules, et puis tranquillement, je redescends dans le bassin, et puis je dépose mes talons, et puis je vais inviter mon bassin à basculer avant, arrière, et je laisse ma colonne suivre le mouvement. Et puis, je peux aussi placer mon poids d'un côté puis de l'autre. Et puis, je reviens avec les 2 fesses bien déposées sur la chaise. Et j'écoute mon bassin, ma colonne, mon ventre. Et puis, on va ajouter les mains. On va laisser le reste du corps vivre sa vie. On va placer les mains devant nous. On va coller nos 2 poignets. Et on va applaudir en faisant rebondir les poignets ou le bas de la paume l'un contre l'autre. Et puis, on relâche la mâchoire, on relâche les mollets. On sent la petite vibration quand les poignets se rencontrent, petite vibration qui se transmet dans les bras, dans les épaules, dans le tronc. Et on prend une belle inspiration. Et on fait une petite pause, on peut déposer nos mains sur les cuisses peut-être. Alors, est-ce que ça vibre un peu? Est-ce que ça s'est un peu délié? Et on va terminer avec une respiration. On va toujours bien les 2 pieds bien à plat au sol. On va inspirer en levant tout doucement le menton. Et à l'expire, on ramène le menton vers la poitrine. Et on permet au dos de s'arrondir. Puis à l'inspire, on peut pousser dans les fesses. Peut-être permettre au dos de se creuser en même temps que le menton se lève. Et à l'expire, le menton redescend, le bassin bascule. Et encore une fois, un inspire.
menton vers le haut. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps? Et expire, menton vers le bas. Ah. Et on peut tout relâcher. Rester un petit peu comme ça, tout avachi. Et laisser le corps respirer. Et peut-être bouger aussi. Puis tranquillement, on utilise le souffle pour laisser le corps revenir à la verticale, tout doucement, doucement. Ah, bien, bienvenue de retour. Mhm. Ça m'a fait le même effet que l'exercice qu'on a fait avant de commencer, en fait. C'est quelques minutes, mais on dirait que le temps s'est étiré, là. Super. Ouais. Et là, quand on parle de simplement bouger pour écouter, là, j'ai mis le doigt sur... Il y a des bouts, là, c'était pogné. Fait que là, je sais sur quoi travailler aujourd'hui parce que il y a des bouts qui étaient moins fluides que d'autres, on va dire. Dans ton corps, tu veux dire? Ouais, ouais. Ok. Hey, les hanches, là, le cou, là, ça a besoin de un petit peu d'écoute, je pense, de Ouais, ma part. on va lui donner un petit peu d'amour. Ouais. Alors, c'est très important, dès qu'on fait une activité de ce type, de se remercier, de remercier notre corps. Puis moi, j'aime bien prendre mes mains puis me faire des tapes sur les épaules. J'ai les mains croisées puis je dis bravo, bravo et bon boulot, bon boulot. J'essaie de pas Yeah! frapper mon Je micro. lève les bras et je fais yeah! Ça. C'est important de retrouver son cœur d'enfant. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Anna, pour ta présence. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour la tienne. C'est pas la dernière fois qu'on se parle, j'en suis certaine. J'espère. Et je vais être en ligne à t'écouter quelquefois dans ce que tu disais, un monologue, comment tu as appelé ça tantôt? Dialoguer. Dialoguer. Un monologue qui fait réfléchir puis parler de la personne avec elle-même. Mais c'est bien que ça va devenir encore plus polyvalente dans tes façons de communiquer. Le confinement nous oblige à prendre des nouveaux outils, puis ça va être un outil de plus dans ta boîte. Ouais. Ouais. Je me demande si on va avoir un débordement de stimulation sensorielle quand on va finir par se retrouver en groupe, en humain. Là. J'ai l'impression que ça va être une expérience en HD. Je sais pas comment dire. Là. Mais ouais. Je suis contente que le web nous permette de connecter, puis j'ai hâte au moment où ça va être multisensoriel, on peut le dire comme ça. Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter une dernière chose, justement, c'est important de connecter avec soi pendant cette période pour pouvoir accueillir le HD quand il va venir, c'est de se faire des muscles ou de ne pas les laisser s'atrophier. Alors, je dirais, bougeons, respirons, chantons ou faisons des sons sous la douche, dans la cuisine, dans l'auto. Absolument. Absolument. Ouais. Je m'en vais. En fait, tu es notre dernière invitée avant que moi et Vince, on fasse une excursion en Colombie-Britannique où ma sœur a déménagé cet été. Il y a des gens qui ont mis leur vie tout à l'envers avec le confinement. Elle, sa vie aussi a changé, puis on s'en va la voir et on va avoir beaucoup d'heures de transport à faire. Puis avant, je trouvais que c'était une perte de temps, les déplacements, puis on est impatient, puis on a hâte d'arriver, mais maintenant, j'essaie de voir ça comme des moments de pleine conscience, puis des opportunités pour méditer. Fait que je vais sûrement penser à toi puis à tes exercices dans les prochaines semaines. Là. Cool. Bon, ben merci encore, puis à la prochaine. Merci beaucoup.